Cette semaine à l'émission, on reçoit M. Dan Tanguay, qui est coordonnateur pour les Laurentides lors des Jeux du Québec, et on discute de basketball. Bienvenue à Sporadique. On est accompagné de nos chroniqueurs de la semaine, toujours Frédéric Collerette et Maxime Gagné. Comment ça va cette semaine, mes deux chroniqueurs? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Ça va super bien. On va parler donc de basketball pour débuter l'émission cette semaine. Maxime, entre autres, voulait surtout parler de LeBron James, qui est de retour au jeu dernièrement pour les Lakers de Los Angeles. Donc, ma première question, on rentre tout de suite dans le sujet, Frédéric. Est-ce que LeBron James va être en mesure cette année d'aller une 8e fois consécutive en finale avec les Lakers? Je ne crois pas. Donc, cette année, disons qu'il n'a pas la même équipe qu'il a eue dans les différentes années avec le Heat de Miami ou bien avec les Cavaliers. Donc, il a subi une blessure, justement, puis on l'a vu juste pendant sa blessure. Il a manqué quelques matchs, je pense, là. Puis la fiche des Lakers pendant ce temps-là était de 6 victoires et 11 défaites. Donc, on s'entend que sans LeBron James, l'équipe des Lakers, d'après moi, n'ira pas très loin. Là. Donc, évidemment, ce que je comprends, c'est que tu mentionnes aussi qu'il n'y a pas de grande profondeur encore pour que l'équipe ait assez de talent pour se rendre loin en série, en fait. Non, effectivement, on regarde les joueurs. Il y a Lonzo Ball, Rondo, Hart, Kuzma. On pense à ça, puis on se dit, c'est qui ces joueurs-là? Tout court, sans rien leur enlever. Mais sans rien leur enlever, mais il a joué avec du monde comme Kevin Love avant, il jouait avec Kyrie Irving, Dwayne Wade, Chris Bosh. Donc, c'est pas le même... on n'est pas dans la même palette, disons. Oui, hein, c'est des joueurs, Maxime, qui ont fait leur nom quand même dans la Ligue auparavant. Donc, on a quand même un beau futur du côté des Lakers, mais LeBron James, qui voudrait remporter un championnat, va devoir être vraiment encore plus dominant qu'il ne l'a été depuis le début de sa carrière. Oui, tout à fait. Mais exactement comme Frédéric disait, LeBron, c'est vraiment la clé du succès de cette équipe-là. Mais je suis un peu déçu, par contre, de Frédéric. Elle ne voit pas les Lakers dans les séries. Moi, je les vois, par contre. C'est sûr qu'il y a une jeunesse. C'est sûr que c'est une jeune équipe, là, vraiment, les Lakers, mais avec Lonzo, avec tous les autres joueurs. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment excellents du côté défensif. Non, excusez-moi. Non, au contraire. Ils sont affreux du côté défensif. Offensivement, je trouve qu'ils sont créatifs. Justement, on parlait de Ball, de Rondo. Ils sont vraiment créatifs offensivement. Puis pour les rebonds, ils sont dans les meilleurs dans la Ligue. Fait que moi, je pense qu'il y a de l'espoir là. Effectivement, LeBron ne rajeunit pas. Faut qu'il reste en santé pour amener certaines constances au jeu des Lakers. Oui, puis en tant que tel, si on regarde, là, il y a d'autres équipes plutôt dominantes. Je pense que c'est ça aussi le gros problème, c'est qu'on parle des Rockets, par exemple, de Houston et des Warriors de Golden State, deux équipes dominantes dans les dernières années. Donc, toi, tu les vois en série. Moi aussi, je les vois en série, mais c'est au moment où on va peut-être se rendre contre des équipes comme ça qu'on va avoir de la difficulté à se rendre Effectivement. loin. Et cette année, tout court, juste même si LeBron James était resté dans la division de l'Est, on pense à Milwaukee, on pense à Toronto, qui sont vraiment forts. Et comme tu dis, division de l'Ouest, Houston, Golden State. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de place pour les Lakers cette année. Puis je me dis, même s'ils font les séries, est-ce qu'ils vont se rendre loin? Moi, ma réponse, c'est non. Puis je crois pas qu'ils vont faire les séries. Puis si par miracle ils font les séries, ils vont se faire éliminer en première ronde, selon moi. Là. Ça risque d'être ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Sérieusement, je pense qu'ils vont faire les séries. Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, il faut que LeBron reste en santé. Mais moi, j'ai aimé beaucoup ce qu'ils ont amené offensivement. Ils ont joué contre les Warriors. C'est sûr que c'est une machine offensive. Tu as 3 joueurs qui sont capables de mettre 20 points en moyenne. Fait que je me dis, ils sont vraiment forts. Mais là, ils ont réussi à battre en demi. Les 2 premiers quarts, ils menaient sur les Warriors. Mais c'est une machine offensive. Là, on attendait simplement le réveil. Oui, c'est ça, exact. Mais c'était sans LeBron, by the way. Hein? Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais d'après moi, ils vont faire les séries. Ils vont réussir à se trouver une petite place. C'est quand même difficile à juger parce que si on considère justement LeBron James qui a mené, entre autres, l'année dernière, les Cavaliers jusqu'au bout, ont perdu en finale. Et il n'avait pas de joueurs autour de lui puisque tout le monde était blessé ou avait été échangé. Donc, lui a trouvé le moyen de prendre son équipe sur ses épaules et de les mener loin. Donc, il faudrait regarder au bout du compte si on peut peut-être se rendre en 2e ou 3e ronde. Ça va dépendre évidemment de notre classement en première ronde. Ouais. Parce que si on termine 8e, évidemment, ça va être soit les Warriors probablement ou les Rockets de Houston. Je pense pas qu'on veut pogner eux dès le début. Non, exact. Ça va être assez difficile, disons, côté fatigue. On va être déjà éliminés. Rapidement, pensez-vous que les Lakers vont être en mesure d'aller chercher Anthony Davis au cours de l'été, peut-être?
Moi, je crois que oui. Je dirais que ça pourrait tellement améliorer l'équipe. Puis on a pensé, si Davis vient, ça a l'air que Thompson de Golden State devrait peut-être venir aussi. Donc moi, je pense que là, on peut avoir une grosse équipe qui va faire compétition à Golden State et à Houston. Ouais, ça va être un dossier à surveiller au cours de l'été, évidemment, Anthony Davis, qui a demandé d'être échangé par les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Donc, évidemment, les Lakers pourraient être plutôt dominants avec Anthony Davis dans leur formation. Alors, ce qui complète notre première portion de notre chronique de cette semaine, on va être de retour avec nos jeunes athlètes à découvrir dans le monde du sport que vous nous avez préparés. Et pour le moment, on va aller avec notre entrevue de la semaine. Pour la suite de l'émission. Pour notre entrevue de cette semaine, on retrouve donc M. Dang Thanh Bui, qui est coordonnateur pour la délégation des Laurentides lors des prochains Jeux du Québec qui seront présentés à Québec. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui, ça va super bien. J'aimerais qu'on parle premièrement de votre rôle de coordonnateur de programme. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous vous retrouvez à faire avec ce poste-là? Alors, mon poste, ça consiste à coordination de toutes les finances. Comme maintenant, c'est mes jeux régionaux. C'est toutes les finances pour qualification des athlètes. L'année, il y a des finances provinciales ou l'année, il n'y a pas de finances provinciales pour qualifier les sports pour les Jeux. Puis, c'est avec tout ce que je fais aussi, c'est de coordination toute la délégation responsable là, lors de la finance provinciale, comme à Québec qui s'en vient. Celui-là, je agis comme chef de la mission de délégation des Laurentides. Oui, parce que vous êtes quand même à vous retrouver en avance à Québec pour aller aider justement les athlètes à se retrouver. Donc, vous êtes vraiment la personne qui coordonne tout et qui permet aux athlètes de se sentir à l'aise. Là. Exactement. Puis, c'est sûr qu'on peut... C'est un travail d'équipe. J'ai l'équipe de 15 missionnaires bénévoles qui fait l'animation et encadrer des athlètes lors de la délégation Carrie à Québec. C'est-à-dire que là, on a une mission de 5 personnes là, qui va encadrer toute la délégation au complet. Mm-hmm. Et puis, j'aimerais parler de l'importance aussi des Jeux régionaux, qui est une étape très importante pour les athlètes parce que c'est quand même ça qui permet, premièrement, de se développer en tant que jeunes athlètes, mais aussi pour se qualifier pour les Jeux du Québec éventuellement. Exact. Depuis l'été 2018, le ministère qui nous imposer un nouveau règlement qu'on s'appelle la norme pour les Jeux du Québec, c'est que tous les athlètes, il faut qu'ils aient 12 ans le moment des Jeux qui débutent, c'est-à-dire que c'est tous des athlètes qui il faut avoir 12 à 17 ans, parce qu'avant ça, on est des athlètes de 8 ans, de 7 ans, on est des athlètes de 18, 20 ans, ça dépend des sports. Alors, c'est important aussi, maintenant, tous les athlètes sont sélectionnés, ensuite sont identifiés l'espoir. Ils vont être sur la liste des ministères, comme quoi maintenant, c'est des athlètes de l'espoir. Il y a un encadrement de ce côté-là par l'entraîneur. Puis, on s'assure que les athlètes, quand ils reviennent des Jeux, ils vont continuer à pratiquer le sport, éventuellement, qui va être sur l'équipe du Québec ou l'équipe canadienne, là, etc. Par la suite. Donc, j'aimerais aussi qu'on parle de la préparation des athlètes lors de ces événements-là et de votre rôle aussi également. Qu'est-ce que vous vous retrouvez à faire pour les athlètes et qu'est-ce que les athlètes doivent faire justement pour se préparer en vue des Jeux du Québec? Bien, c'est sûr que nous, on travaille beaucoup avec nos partenaires régionaux. On s'appelle des clubs répondants. C'est-à-dire que chaque sport, on va travailler beaucoup en collaboration. On s'assure que mes Jeux régionaux, soit de sélectionner des athlètes, soit bien fait. Puis, tout en règle pour pas que quand on arrive à la fin, bien, hop, tu ne peux pas aller aux Jeux parce que là, tu n'es pas éligible pour les Jeux. Alors, c'est notre rôle, c'est mon rôle, c'est important de ce côté-là, de faire suivi chaque finale régionale. Je suis présent quand la remise des médailles est terminée. Je rencontre des parents, je rencontre des athlètes, leur donner certaines informations. Puis à partir de là aussi, qu'on s'assure que les athlètes sont bien encadrés, sont bien préparés jusqu'à temps qu'on quitte pour les Jeux à Québec. Ce qui est très important aussi. Oui.
Le programme Mes premiers jeux aussi, qui était quelque chose de très, très important. J'aimerais qu'on en parle un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est exactement, ce programme? OK. Le programme Mes premiers jeux, maintenant, avec qu'est-ce qui... c'est la première étape. OK? C'est que le programme Mes premiers jeux, on insistait à les enfants qui vont pratiquer un sport qu'ils n'ont fait pas souvent à l'école. Un exemple, on parlait de ballon sur glace. Tu sais, comme fameux, le ballon-ballet, c'est pas quelque chose qu'ils fait souvent à l'école. Comme l'été, on essayé l'ultimate frippé, on essayé le ski à roulette avec le groupe Corchet-Chaparral, on initié au niveau athlétique, mais pas le faire courir. Ouais. C'est de lancer quelque chose qu'ils ne fait pas souvent à ce moment-là. Puis ça leur donnait un goût de faire du sport, parce qu'après, l'étape suivante, mes premiers jeux, c'est l'étape qui est du Québec. Parce que du Québec, ça touche de 12 et 17 ans. Présentement, on travaille beaucoup avec nos partenaires, c'est des canjos, des municipalités. Là, on vient de finaliser, de programmer pour l'été s'en vient. On a 5 mes premiers jeux, ça court des Bas-Laurentides jusqu'à Mont-Laurier. Oui, à ce moment-là, qu'on aimerait, c'est que des enfants qui bougent, pour leur donner un goût aussi. Un exemple, on a quelques athlètes qui sont rendus un très haut niveau. Maintenant, ils ont commencé avec mes premiers jeux, puis maintenant, ils sont sur l'équipe Québec. Alors, c'est notre but. Bien en plus que maintenant, au niveau du ministère, le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'enfants aussi. Il y a une somme d'argent qui est injecté pour nous permettre d'avancer plus le programme de mes premiers jeux. Maintenant, si on revient avec le programme des Laurentides un peu plus, oui. Vous devez avoir certainement des attentes, le nombre de médailles qu'on pourrait remporter. Est-ce qu'on a des objectifs ou est-ce qu'on va se retrouver au classement? Comme on dit, c'est sûr que moi, c'est ma 23e finale provinciale que j'ai participé en tant que bénévole, en tant que chef adjoint, mais en tant que chef délégation. Comme on vous dit, c'est sûr qu'on souhaiterait tout le temps finir une première, mais le sport, s'il y a toujours des imprévus, on ne sait pas. Il y a beaucoup de conditions, mettons, pour le ski alpin, le ski de fond, de plus en plus, avec les conditions difficiles au l'hiver qu'on a présentement. On croise les doigts. Par contre, c'est sûr que nous, on vit l'objectif de terminer 4e. OK. C'est sûr qu'à Allemand, on a fini 2e. Avant de partir, on avait un objectif de 4e. Bon, on a fini 2e. Bon, mais tant mieux. On est bien contents, on est bien heureux. Par contre, pour cette fois-ci, comme vous dit, on a certains sports qui a recommencé à zéro. Là, c'est vraiment, on arrive une sec, hop, à la... Sur le début de la vague. Là, le début de la vague, il faut qu'on recommence. Par contre, on met beaucoup l'espoir au niveau des médailles, au niveau gymnastique féminin. On a une jeune fille, Marie-Lie Lévesque, présentement, elle est sur l'équipe du Québec, puis elle vit là, quand même certaines médailles. Le judo, le ski alpin, le ski de fond, parce qu'on a des athlètes qui reviennent, qui sont participés à Allemand, maintenant c'est le 2e ou la 3e jeu qu'ils font. Là, ils sont plus l'expérience de ce côté, entre guillemets. Puis nos plus gros espoirs qu'on a à mettre là-dessus, c'est la fameuse, la patineuse, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la patineuse de vitesse, la chinoise qui vient d'avoir 12 ans. Elle est avec le club de patinage de vitesse de Rosemont, Nord. Ça, c'est nous l'espoir. Si elle n'apporte pas de médaille, là, ça va être une déception totale parce que présentement, là, c'est l'espoir, l'équipe du Québec, là, très bientôt. Elle est très forte. Elle a même passé l'émission Héros de samedi, quand on dit Reconnu Canada, puis elle est très, très, très forte de ce côté-là. Puis notre équipe de ringuettes, là, des 2 derniers jours, on finit toujours en première, puis on croit encore les doigts qu'on va continuer en première. Mais comme on vous dit, là, des 4 premières places sur le classement général, là, ça, c'est notre objectif. On est capable de l'atteindre de ce côté-là. Bien évidemment, on va souhaiter que les Laurentides connaissent du succès et qu'on respecte les objectifs. Bon, les Jeux du Québec qui s'en viennent à Québec,
Québec, ça c'est exceptionnel, c'est unique parce que c'est la première fois que 19 délégations ont toutes hébergé au centre de congrès au même endroit. D'habitude, on couche de chacun dans des décors différents. Là, on est 19 régions, c'est comme une villa des athlètes, là, comme quand on arrive des Jeux Canada ou des Jeux olympiques. Là, c'est une nouveauté, c'est unique, puis j'ai hâte de voir ça, des athlètes aussi. Bien, on va inviter les gens justement à la maison d'aller regarder ça. Les Jeux du Québec qui seront présentés du côté de Québec, les 54e déjà. Donc, merci beaucoup, monsieur. Ça va plaisir. On est de retour pour la deuxième portion de notre émission concernant les joueurs à découvrir, en fait, que vous nous avez préparé pour cette semaine. Et toi, Frédéric, tu nous parles d'un jeune homme de 19 ans seulement qui s'aligne dans la NBA pour les Mavericks de Dallas. Oui, un jeune joueur qui vient de la Slovénie, en fait, 6 pieds 7 à 19 ans. Il joue avec, comme tu as dit, les Mavericks de Dallas. On parle de Luka Doncic. Donc, un jeune talent étranger. Si on peut dire, c'est vraiment le fun au basketball parce qu'on s'entend que d'habitude, c'est pas mal les joueurs des États-Unis qui se retrouvent dans l'équipe All-Star. Donc, ça a été un 3e choix au repêchage de 2018 par les Hawks cette fois-ci, pas par Dallas. Il a été échangé directement après. Et c'est fou de voir le nombre de records qu'il fait jusqu'à présent. Donc, on pense à ça. C'est la plus jeune recrue à avoir fait un triple-double. Je vais vous expliquer un peu à la maison qu'est-ce qu'un triple-double. C'est quand un joueur obtient plus de 10 unités dans 3 éléments. On pense aux points, aux rebonds et aux passes décisives. Donc, c'est quand même rare de voir ça pour un jeune joueur comme lui. Et qui l'avait fait avant lui? Le record était détenu en 1985 par quel joueur, selon vous? Michael. Oh. Le cher Michael Jordan, lui, le fait en 1985 quand il était à 1 mois d'avoir 22 ans. Et là, on pense à Doncic, qui a 19 ans en ce moment, il va avoir 20 ans bientôt, là, en février. Mais c'est absolument incroyable. Puis on pense à un autre record qu'il a fait. Tant qu'à comparer les greatest of all time, là, on va comparer avec un autre joueur, LeBron James. Donc, Doncic lui a réussi 2 triple-double en 48 matchs. Et LeBron James le fait en combien de matchs? Vous pensez son deuxième triple-double? 118. Donc, c'est plus que le double. C'est absolument incroyable de voir ça. C'est vraiment un joueur de talent. Il est bon, il fait des bons dunks. Au niveau des lancers, c'est incroyable, ça rentre tout le temps. Et là, juste penser, on surveille le joueur. C'est absolument impossible d'être un contre lui parce qu'on le regarde aller, on se dit si on laisse la bouteille ouverte, il va rentrer là comme ça n'a pas de bon sens. Et dès qu'il rentre, après, tous les joueurs se mettent dessus, ça l'ouvre tout le 3 points. Donc, puis on pense au Dallas, qui est un des meilleurs, de la meilleure équipe au niveau des 3 points cette saison. Donc là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Puis si on ferme la bouteille, lui, il va nous faire regretter d'avoir fermé la bouteille. Puis les 3 points, il les rentre comme si c'était facile. Là. C'est absolument incroyable. Donc vraiment un joueur complet, en fait. Là. Ouais. Et on doit avoir beaucoup donné de confiance à lui et du temps de jeu pour qu'il puisse réussir d'aussi bonnes performances. Là, oui, absolument. Puis là, on pense aux nouvelles acquisitions aussi de Dallas, Porzingis, on pense à Nowitzki. Donc, plein de joueurs étrangers. C'est le fun de voir ça dans une même équipe. Donc, de l'expérience, de la jeunesse. C'est vraiment une équipe de talent qui, en ce moment, il est dans le milieu du classement. Puis après, on n'est pas sûr s'ils vont faire les séries, sauf que ça serait beau à voir pour les années à suivre parce qu'on pense aux jeunes Slovènes. Là, il va aller loin, moi, je pense, dans la Ligue, vraiment un joueur de talent. Là. Exactement. Doncic et Porzingis vont être là pour plusieurs années. Évidemment, Nowitzki achève sa carrière à 41 ans, là, est de moins en moins productif, mais quand même, c'est le fun de voir que quand même les Mavericks de Dallas devraient retrouver peut-être le succès plutôt. Peut-être que vous vous rappelez d'un certain Steve Nash avec Dirk Nowitzki à l'époque. Donc, ça rappelle des beaux souvenirs du début des années 2000. Justement, il comparait le duo Nash-Nowitzki avec Porzingis et Doncic. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que ça nous rappelle des bons souvenirs, disons. Des bons vieux souvenirs. Je voulais conclure aussi des joueurs à découvrir rapidement avec Zion Williamson, là, qui n'est pas encore dans la NBA toutefois. Donc, lui, il est dans la NCAA. Il joue avec Duke. Lui, ça n'a pas d'allure. Il a 18 ans. Il mesure 6 pieds 7. Et il pèse, attention, 285 livres. Donc, c'est un pan de mur, comme on dit en bon français. Il a pratiquement toujours plus de 20 points par match. C'est incroyable. C'est assurément le premier choix au prochain repêchage en juin.
Puis là, c'est drôle parce que le deuxième choix au repêchage, tout le monde pense à R.J. Barrett. Oui, exact. Il joue avec qui, R.J. Barrett? Avec Duke. Donc, c'est vraiment incroyable de voir que les 2 premiers choix pourraient être dans la même équipe universitaire. Lui, ça n'a pas d'allure. Ton dunk est tellement puissant. Et voir un gars, justement, de 285 livres arriver sur toi, là, quand c'est toi qui le surveille, là... T'as peut-être pas le goût devant lui, Il hein? me semble, là, j'aurais pas envie non plus. Donc, vraiment difficile à surveiller. Puis, je vous dis, là, ça serait vraiment le fun à voir. Juste... il y a un film, là, le film de basketball qu'il avait fait avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Space Jam. Space Jam, exactement. Un classique. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'ils ont mis la face à Zion Williamson, excusez-moi. Donc, puis déjà, il n'est même pas dans la NBA encore, puis on voit ça. Donc, c'est absolument incroyable. On prépare le futur, mais Ouais. on va les surveiller probablement, là, les Red Devils, les Blue Devils de Duke, dans le March Madness aussi, là, évidemment. Effectivement. Maintenant, on passe à un autre sport, puisque Maxime, lui, veut nous faire découvrir un athlète du côté de la LNH, évidemment, avec les Sénateurs d'Ottawa. Un défenseur très, très solide et surprenant. Exactement. D'un petit gars de chez nous, en fait. Thomas Chabot, des Sénateurs d'Ottawa. Il a été repêché en 2015. Ça a été le premier choix des Sénateurs. On voit qu'il y a vraiment une éclosion cette année, là. C'est vraiment impressionnant. Il a commencé, dans le fond, sa carrière professionnelle avec les Sea Dogs pendant quelques années. Après ça, justement, il est allé chercher de l'expérience au championnat du monde junior. Il a même été nommé le meilleur joueur, le joueur le plus utile à son équipe, en fait. Ce qui est un fait rare en tournoi en plus. Vraiment, tout à fait. Ouais, puis on le voit, il est excellent dans les 2 sens, il est créatif, il est vraiment très bon. Puis il a appris justement du capitaine Eric Carson avec les Sénateurs qui est maintenant parti avec les Sharks de San Jose. Mais à sa première année, en fait, il était vraiment impressionnant. En 63 matchs, il a réussi à cumuler 25 points. Et puis présentement, s'il ne serait pas été blessé, il y avait 1 point par match, c'est-à-dire 38 points à 38 matchs. C'est quand même très impressionnant pour un jeune joueur là, à son âge, là. Puis là, présentement, c'est ça, il était vraiment excellent. Il a même été invité au match des étoiles dernièrement dans la Ligue nationale. Et justement, il apprend des plus grands. Puis il s'inspire justement il regarde les vidéos. Je pense qu'il est tellement fonceur, puis il aime justement continuellement apprendre. C'est le premier arrivé sur la glace, c'est le dernier sorti sur la glace. Vraiment, ça va être un joueur à surveiller pour les prochaines années. Oui, évidemment, la comparaison est difficile de ne pas le faire avec Eric Carlson, qui était tout simplement dominant avec les Sénateurs, mais vraiment là, a beaucoup pris la relève là, de ce défenseur étoile là, qui récoltait justement près d'1 point par match. Donc, pour le moment, a ce rôle-là avec les Sénateurs. Tout à fait. On pourrait terminer avec notre dernière portion de l'émission, justement, du côté des Alouettes de Montréal. Peut-être que vous avez vu sur le web les nouvelles couleurs et la nouvelle identité, si on veut, des Alouettes de Montréal. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez un tout petit peu. Maxime, je pense que tu es plutôt critique là, envers la nouvelle décision. Les Alouettes. Moi, j'étais tellement un grand fan, un grand partisan des Alouettes. Je vous dirais, moi, je voyais les Alouettes comme la meilleure équipe défensive, offensive, même au niveau des entraîneurs. Avec Tressman, on avait Matthews. Tu avais un des meilleurs directeurs généraux en Jim Pop. On s'est mal préparé pour l'après Tony Calvillo. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment mal préparé. Je sais pas si vous avez mis mon allusion, là, mais j'ai l'impression que c'est une maison qu'on a mal entretenue. Il y a de la pourriture au sous-sol, il y a le feu à la cuisine, puis j'ai l'impression qu'il veut repeinturer l'extérieur. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, avoir un neuf à l'extérieur, mais que l'intérieur ne fonctionne pas. Évidemment, moi, ce que je trouve un petit peu triste, c'est qu'on change d'identité, on change les logos, les couleurs, peu importe. Sauf que c'est pas de ce côté-là qu'il faudrait changer le tout. Il faudrait changer dans l'organisation, les performances de l'équipe, et c'est comme ça qu'on va attirer des spectateurs. Si on se concentre à bâtir la nouvelle identité, bien, les spectateurs, même si on ne gagne pas, n'auront pas plus d'intérêt à aller au stade. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faudrait probablement améliorer ça, les performances de l'équipe. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, ce que je viens de dire, Samuel, justement, en changeant le logo, ils vont essayer justement d'aller chercher une clientèle plus jeune, tout en gardant ses partisans présents. Genre le petit logo un peu plus fait nostalgique, ça donne justement un aspect plus renouveau, mais en même temps, le petit côté nostalgique qui va amener les anciens succès des Alouettes. Mais j'ai vraiment une job je trouve que c'est un travail d'image, en fait. C'est vraiment, ils ont engagé une agence marketing pour faire toute leur image. Mais comme tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le contenu qu'il faut changer. C'est le contenant qu'il faut changer et non le contenu. Oui, exactement. Et justement, il faut trouver un moyen On mentionne que les Alouettes ont beaucoup de difficultés financièrement dernièrement. Donc, ce serait peut-être justement une solution qu'on a trouvée, c'est de mettre moins de bancs pour avoir des objectifs moins importants. Est-ce quelque chose qui pourrait fonctionner, vous pensez aussi, de ce côté-là?
Peut-être, en fait, mais c'est juste, moi, ce que je trouve vraiment absurde, c'est de dire, on change l'identité de l'équipe pour attirer, comme tu as dit, une clientèle plus jeune. Mais les partisans qui sont partisans en ce moment, moi, ça me fait rire, ils comprennent pas justement ce changement d'identité-là. Donc, comment, si eux comprennent pas, on va réussir à attirer d'autres mondes? Et c'est juste ça que je trouve un peu absurde dans l'idée. J'ai l'impression que ça n'a peut-être pas eu l'effet escompté pour les Alouettes cette année, là. On sentait peut-être dans l'obligation d'amener des nouvelles couleurs et un nouveau logo, etc., pour l'identité montréalaise, si on veut, mais quand même, comme on dit, là, qu'on répète depuis le départ, c'est vraiment les performances de l'équipe qui vont faire une grosse différence entre des partisans qui vont aller au stade et d'autres qui n'iront probablement tout simplement pas y aller au stade. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence encore une fois à l'émission cette semaine. Merci à toi. Ça a fait des discussions très, très intéressantes encore une fois. Cette semaine, pour notre calendrier, on parle de basketball puisque ce sera le match des étoiles de la NBA à partir du 16 février. Évidemment, on présente le concours d'habileté. Ce sera donc le concours de 3 points, des dunks et aussi les habiletés des meilleurs passeurs de la Ligue dès 20h au Spectrum Center de Charlotte. Et ensuite, le lendemain, 17 février, ce sera le match des étoiles dès 20h, encore une fois plutôt au Spectrum Center. Ensuite, le Canadien de Montréal va disputer un total de 4 matchs. Oui, un calendrier occupé cette semaine, donc on va débuter avec une visite du côté de Nashville face aux Prédateurs dès 20h au Bridgestone Arena. Donc 2 jours plus tard, ensuite, ce sera le Lightning de Tampa Bay qu'on va visiter du côté du Amalie Arena dès 19h et le lendemain, on va demeurer donc en Floride pour affronter les Panthers à 19h au BB&T Center. Ensuite, le 19 février, on va retourner au Centre Bell pour accueillir les Blue Jackets de Columbus dès 19h30. Un affrontement quand même assez important là, pour le classement. Ensuite, on va avoir des matchs de l'Armada de Blainville-le-Boisbriand qui vont débuter leur semaine le 15 février face aux Screaming Eagles du Cap-Breton dès 19h30 au Centre d'excellence Sport Rousseau. Et 2 jours plus tard, on sera encore une fois à Boisbriand pour accueillir les Foreurs de Val-d'Or dès 15h. Donc un match en après-midi qui sera présenté le 17 février. Et on terminera encore une fois à domicile le 19 février face au Phoenix de Sherbrooke dès 19h au Centre d'excellence Sport Rousseau. Du côté de la Ligue junior 3 du Québec, on sera donc en action le 15 février pour visiter le Collège français de Longueuil dès 19h30 au Colisée Jean-Béliveau. Et 5 jours plus tard, le 20 février, on va accueillir la Révolution du Lac-Saint-Louis à 19h à l'Aréna régionale de Rivière-du-Nord. Et en terminant, il faut noter évidemment les Vikings de Saint-Eustache dans la Ligue Midget 3 qui vont tranquillement débuter les séries éliminatoires. On va affronter donc l'Intrépide de Gatineau dès la première ronde des séries. Alors voilà, c'est ce qui complète notre calendrier de cette semaine. Voilà, c'est ce qui complète notre émission de cette semaine. On espère encore une fois que vous avez apprécié notre contenu qui vous a été offert lors de l'émission. On vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook au nom de Sport Addict et sur notre site web sportaddict.com pour suivre toute l'actualité dans le monde du sport et évidemment suivre nos émissions. La semaine prochaine, on accueille M. Mario Marois, qui est président de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre édition de Sport Addict.